nouveau numéro de votre magazine et c'est déjà les débuts de moi, de la femme. Donc, je commence d'abord par souhaiter un heureux mois à toutes les femmes que nous sommes. Ce n'est pas seulement un mois de la femme, mais aussi nous devons savoir revendiquer nos droits. Nous sommes déjà au mois de mars, on aime bien attendre le 8 mars pour porter des pagnes, mais port de pagne ne suffit pas. Il faut savoir, en tant que femme, c'est que vous devez faire plutôt ce quoi non droit. Donc, je pense que c'est le moment déjà de commencer un peu à y réfléchir alors un bon mois à toutes les mamans, à toutes ces mamans qui sortent le matin pour aller chercher de quoi nourrir leur famille, à toutes les braves femmes, à toutes les femmes qui font la politique, c'est-à-dire à toutes les mamans maraîchères, je vous aime également. Et très bon mois à vous. Voilà, c'est votre magazine Entretien. Aujourd'hui, nous avons au moins 4 points à l'ordre du jour. Le premier point, je crois que la semaine passée, il y a une personne qui m'a demandé, Marie-Josée, s'il te plaît, vous parlez de la société civile. C'est quoi une société civile ? Quel est le rôle de la société civile? Quel est l'apport de la société civile au gouvernement? Alors là, nous allons essayer un peu de vous faire comprendre ce qu'est la société civile et le rôle également de cette dernière. Nous allons parler de l'incendie de Maluku. Vous le savez que c'est depuis ce dimanche que cet incendie a eu lieu à Maluku. Nous allons essayer un peu de discuter autour de ces sujets. Et le troisième point, dossier RAM. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de suspendre cette taxe. C'est bien, oui. C'est un soulagement, oui. Mais nous allons un peu discuter avec notre invité autour des... parler de contours de cette taxe. Et puis, pour chuter, Steve Mikaï, qui a au cours d'une conférence fustigé la révision de la Constitution. Pour lui, 3 ans pour le président de la République, c'est peu. Donc, il faut passer de 5 à 7 ans. Donc, ce sont les différents points que nous allons devoir aborder tout au long de ce nouveau numéro de votre magazine Entretien avec notre invité. Il s'agit bien de Maître Bopol Mupemba. Il est chargé de programme à l'Association congolaise pour l'accès à la justice, que vous savez très bien. Il s'agit bien de l'ACAJ. Alors, bonjour Maître Bopol. Bonjour Marie-Jo, merci de m'avoir invité pour répondre à vos questions. Merci pareillement, ça fait longtemps. Oui. Voilà, ça fait longtemps. Je crois que c'est depuis 2011 que je vous ai reçu sur ces plateaux. C'est un plaisir de vous recevoir encore. Oui, Voilà, tel que je l'ai annoncé, il y a un téléspectateur qui m'avait contacté parce que j'étais un peu en train de parler de la CENI, même si on ne va pas toucher ce domaine, mais j'étais en train d'expliquer que le président de la CENI, comme nous le savons, c'est quelqu'un de la société civile, tout ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, s'il vous plaît, Madame Marie-Josée, si vous pouvez inviter quelqu'un de la société civile pour qu'il puisse nous aider à nous faire comprendre ce qu'est d'abord une société civile. Merci Madame, je profite aussi de l'occasion pour souhaiter un bon mois de femmes. Oui. C'est comme on le dit souvent, la femme, ce n'est pas seulement le port de pagne, ce n'est pas seulement, ça se limite pas seulement le 8 mars, mais c'est toute une vie. Et si les hommes ou le monde entier célèbrent cette journée, c'est parce que nous voulons seulement donner une valeur à la femme. Il y a beaucoup de thématiques qui sont édictées par les Nations Unies. Et j'espère que les femmes sont en train de s'approprier ces thématiques pour améliorer leur façon de faire. Merci déjà pour la question. Moi, je suis Maître Bopol Mupemba. Je suis chargé de programme à l'Association congolaise pour l'accès à la justice, une organisation de la société civile. La question est de savoir c'est quoi la société civile. Oui. La société civile, il faut déjà le savoir, ce n'est pas une entreprise qui engage des gens. La société civile, c'est un ensemble. C'est l'ensemble des organisations, c'est l'ensemble des corporations et c'est l'ensemble des corporations qui font en sorte que
chaque personne peut se retrouver dans une thématique donnée. Parce que comme on dit souvent, la société civile est plurielle. La société civile est composée des organisations. Quand je parle des organisations, nous avons les organisations ou les ASBL qui interviennent dans plusieurs thématiques. Nous avons par exemple les organisations de défense des droits de l'homme. Comme moi, je suis dans une organisation de défense des droits de l'homme. Il y a les organisations qui défendent le droit à l'agriculture, le droit à la santé. Il y a des corporations telles que les barreaux, il y a les syndicats, les corporations des médecins. Tous sont dans la société civile. Les églises, nous sommes dans la société civile parce que nous sommes... la société civile, c'est la représentation même du peuple. C'est comme ça que dans la société civile, il y a les organisations qui sont un groupe de pression, qui font le groupe de pression sur les dirigeants afin que les dirigeants prennent des bonnes décisions en faveur du peuple, de la population. Donc voilà, je crois que j'ai quand même donné une explication plausible. Je crois une petite question par rapport à ce que vous venez de nous parler, que la société civile est là aussi pour faire pression aux dirigeants. Alors moi, j'aimerais un peu savoir si aujourd'hui Marie-Jo a un souci, par exemple, une autorité qui me torture. Je veux savoir un peu, par exemple, j'ai acheté une parcelle. Et il y a une autorité qui vient acheter la même parcelle, mais soit on me demande de quitter tout ça. Si j'ai, par exemple, un petit souci, est-ce qu'avec une autorité, bien sûr, est-ce que je peux venir auprès de la société civile pour qu'elle puisse m'aider? Tu ne viendras pas auprès de la société civile en général. Tu vas choisir une organisation de la société civile qui s'occupe de cette thématique. D'accord. Comprenez? Par exemple, nous, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, nous intervenons pour ce genre de cas. C'est-à-dire que nous sommes les défenseurs des droits de l'homme. Alors, c'est mieux que ça soit aussi pédagogique. Donc, le droit de l'homme a 3 générations. Nous avons la génération des droits civils et politiques. Nous avons la génération des droits socio-culturels, les droits socio-économiques et culturels, et nous avons la génération des droits collectifs. Donc, ces 3 générations font le droit de l'homme. Alors, si un de vos droits sont violés, nous savons que c'est les gens qui sont investis, les personnes qui sont investies du pouvoir de l'État qui violent les droits de l'homme. Donc, si une autorité quelconque viole vos droits, vous allez contacter une organisation de défense des droits de l'homme qui est une organisation de la société civile, parce que la société civile, généralement, nous sommes proches de la population. Et nous savons comment apporter votre voix devant les autorités. C'est comme ça que vous avez, par exemple, les organisations qui s'appellent la Voix des Sans-Voix. C'est une organisation de la société civile, mais qui prend votre cause, qui en fait tienne et qui l'amène devant une autorité quelconque avec la méthode que nous appelons le plaidoyer. Mais avant, cette organisation, elle doit faire ce que nous appelons le monitoring des violations des droits de l'homme. Nous n'allons pas y aller vaille que vaille, parce que vous êtes venus et nous croyons à votre parole comme une parole d'évangile, non? Nous faisons aussi nos enquêtes. Et la technique de faire les enquêtes, c'est ce que nous appelons le monitoring des violations des droits de l'homme. Nous faisons les enquêtes, nous avons des gens sur terrain, nous nous informons. Est-ce que réellement cette parcelle appartenait à Marie-Jo? Oui, c'était sa parcelle. Voilà, que un colonel est venu, il s'est imposé et il habite dans sa parcelle. Nous prenons la cause, nous saisissons les mécanismes de protection des droits de l'homme. Et parmi les mécanismes de protection des droits de l'homme, je ne vais pas tout citer, nous avons les cours et tribunaux, par exemple, qui sont les mécanismes de protection des droits de l'homme, mais qui sont dirigés par les personnes investies du pouvoir de l'État. Vous comprenez, non? Voilà, donc c'est ça. Donc, on ne contacte pas la société civile en général, mais on contacte. Si vous avez un problème avec un médecin, vous allez contacter l'ordre des médecins, qui est une organisation de la société civile. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre fois que la société civile a perdu un peu son sens. Aujourd'hui,
Certaines sociétés civiles sont financées par le politicien. Non, je voudrais d'abord corriger. Oui, Il ne oui. faut pas parler de certaines sociétés civiles. Certaines organisations de la société civile. Okay. Voilà. Oh, c'est ça. Alors, on a perdu un peu le sens. On sait, bon, moi, j'aimerais un peu savoir comment vous vivez. Parce que quand vous venez de le dire, la société civile, vous faites pression au gouvernement. C'est-à-dire que certaines organisations de la société civile, vous êtes comme nos porte-parole. Oui, c'est-à-dire c'est que la population n'arrive pas peut-être à dire tout haut, mais vous avez, vous pouvez le dire. Mais aujourd'hui, on sent c'est comme si certaines organisations sont financées par le politicien au lieu d'aller tout droit au but, au lieu de dénoncer ce qui se passe, mais c'est comme si vous avez des appartenances politiques. Voilà. Nous devons d'abord savoir comment est-ce que les organisations de la société civile sont financées. Okay. Quand vous lisez la loi, si je ne me trompe pas, 004 sur les ASBL, les organisations sont financées par les cotisations des membres. Et elles sont aussi financées par... Je m'excuse, par les cotisations des membres, elles sont aussi financées par les subventions. L'État peut financer les organisations de la société civile par les dons et les legs. Okay. C'est-à-dire quelqu'un qui estime que le travail de telle ou telle autre organisation, c'est un bon travail qui va dans le sens de protéger les intérêts de la population, peut venir donner une aide ou un don quelconque. Mais cela ne veut pas dire qu'il peut avoir de l'influence sur ce que cette organisation fait. Okay. Nous avons aussi des subventions et des financements. Des bailleurs de fonds, nous en avons nombreux ici, les bailleurs de fonds qui financent ces organisations pour faire des activités dans tel ou tel autre domaine ou thématique. Voilà. Alors, quand vous parlez, vous dites que les organisations de la société civile sont financées par certains politiques. Moi, je considère que c'est un don. Ce n'est pas mauvais qu'un politicien vienne donner un don à une organisation de la société civile parce qu'il apprécie le travail justement de cette organisation. C'est un don. Nous recevons des dons. Mais seulement, il faut faire la nuance des choses. Quand nous recevons des dons, ce n'est pas que nous devons faire la volonté de ce politicien. Non, nous travaillons selon les principes de notre organisation et la mission que nous nous sommes donnés pour contribuer au bien-être de la population. C'est ça le travail d'une organisation de la société civile ou d'une ASBL. Voilà, je crois que vous qui aviez des lacunes, vous avez suivi c'est quoi une société civile et comment cette société vive, parce qu'à un moment, il y a d'autres personnes qui se posent un peu des questions. Les membres de certaines organisations achètent des voitures, des parcelles, où ils trouvent de l'argent, tout ça. Mais on n'a pas dit que les membres des organisations doivent rester pauvres, ils doivent aussi vivre. Ils ont droit à la vie, il faut savoir que c'est un droit fondamental de la première génération. Et c'est un travail, hein? Oui, c'est un travail que nous faisons. Normalement, nous devons aussi être payés parce que quand nous travaillons, nous exécutons les activités, nous avons un salaire. Oui. Nous avons un salaire. Mais il y a des moments où nous n'avons pas de salaire et nous faisons le bénévolat. Okay. Donc, parfois, quand on nous appelle pour aller intervenir dans tel ou tel autre cas et que je n'ai pas de carburant dans mon véhicule, écoutez, j'ai rien à faire, je reste chez moi. Mais seulement, il faut savoir que acheter des véhicules, acheter des parcelles, c'est un droit et nous en avons aussi droit en tant que membres de la société civile. Ce n'est pas seulement l'exclusivité des politiciens. Hein. Nous avons aussi droit à la vie. Et oui, vous avez déjà vos familles, vous avez une Nous avons nos familles, nous avons nos enfants que nous devons nourrir. Et nous avons le droit à la vie. Merci. Voilà, là, je crois que nous avons tous compris. On passe directement au deuxième sujet. Cette fois-ci, Bradin Teolo, nous allons devoir parler de l'incendie de Maluku. Alors, pour ceux qui nous suivez de partout où vous êtes, sachez que les dimanches passés, il y a quelque chose qui s'était passé dans notre pays. Alors, c'était quoi?
en fait, qu'est-ce qui s'est passé selon, là, je vais juste citer le parole du gouverneur de la ville qui a un peu expliqué la situation. Il dit ceci, tout est parti d'un coup de fil du gérant du bateau. Et lorsqu'il a décroché les ondes, je crois que vous comprenez, les ondes téléphoniques sont entrées en contact avec les produits inflammables et ont déclenché le feu. Alors, Maître Beaupaul, nous vivons en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous aimerions trop... c'est un peu de revenir soit à la raison s'il y a un incident qui est déjà là. Alors, au niveau de Maloko, il y a eu de pertes en vies humaines, bien sûr. Vous, quelle lecture faites-vous d'abord par rapport à cet incendie? Merci. D'abord, je souhaite les sincères condoléances aux familles éplorées suite à cet incendie. Mais seulement, nous devions commencer à prévenir des choses. Nous sommes un État, j'estime que nous avons quand même un conscient des intellectuels très élevé, un pourcentage très élevé des intellectuels. Et donc, nous devons apprendre à prévenir certaines choses. Moi, je ne comprends pas comment c'était un navire ou un bateau, je ne sais pas. Un bateau, oui, un baleinière. Un baleinière, oui, une baleinière qui portait des produits inflammables. Il faut que toutes les mesures de sécurité soient garanties et rassurées pour que qu'on ne tombe pas dans ce genre d'histoire. Séparer situation. Et pourtant, quand vous parlez du gérant, j'estime que le gérant qui doit gérer cette entreprise ou cette baleinière doit être informé suffisamment que il faut des mesures de sécurité pour ne pas tomber dans ce genre d'incendie. Comment lui qui est gérant, qui j'estime connaît bien qui a eu certaines expériences, qui a une expérience, mais peut décrocher son téléphone et provoquer cet incendie. Je pense que il faut que le ministère des Transports, il faut que tous les services de l'État qui sont habilités dans ce service des navires ou de bateaux ou des transports de produits inflammables se mettent ensemble pour mettre en place des règlements très rigoureux et faire en sorte que ces règlements soient respectés d'une manière stricte afin que nous ne puissions pas retomber dans ce genre de catastrophe. Vous pensez que le président de la République avait raison de dire qu'il y a un problème au niveau de coordination, de pilotage, parce que ce qui vient de se passer l'année passée, des années antérieures, c'était déjà interdit. Oui. Je crois le ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe pas, avait interdit cela. Mais aujourd'hui, donc on attend, en fait, c'est comme si dans ces pays, on attend que quelque chose arrive, soit un incident, pour qu'on se réveille, c'est tout le monde qui va commencer à condamner, c'est le gouverneur de la ville qui doit descendre. Ensuite, le gouvernement a pris en charge toutes ces personnes. Quand le président de la République dit qu'il y a un problème de coordination, c'est le constat, parce que toutes ces choses, c'est lui qui les subit. Oui, oui. C'est un constat, et c'est un constat malheureux quand même. Je pense que le président de la République devra faire en sorte que les personnes qui sont autour de lui, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans son cabinet, soient attentifs à ce qu'il est en train de dire. Et que les personnes qui ont en charge ce genre de choses soient sanctionnées sévèrement. Parce que quand un président de la République dit un mot, nous travaillons tous dans des organisations où nous sommes soumis à la hiérarchie. Quand votre chef ou votre responsable ou coordonnateur ou président national sort quelque chose de sa bouche, vous prenez ça. Vous cochez ça en termes de projet pour qu'il y ait une exécution
dans les prochains jours, dans le délai le plus bref, afin qu'on évite certaines choses. Regardez par exemple ce qui s'est passé à Matadi Kibala. Oui. Le président l'a dit. Mais malheureusement, les gens autour de lui n'ont pas saisi. Pourquoi il n'y avait pas eu de sanctions? Parce que le président parle. Je pense que le président devra vraiment sanctionner sévèrement. Et puis on doit aussi les sentir. Oui, qu'on sanctionne sévèrement ces collaborateurs qui ne sont pas attentifs à ce qu'il dit. Parce que lui, quand il reçoit des informations, il n'a que eux pour exécuter ce qu'il dit. Il ne doit pas quand même être au même moment à Matadi Kibala, au même moment sur le fleuve, au même moment au gouvernement en train de... Non, il a toute une équipe. Mais si cette équipe n'est pas éveillée à ce que le président est en train de dire, je pense que leur place n'est pas à côté du président de la République. Vraiment, nous déplorons tout ce qui s'est passé. Alors, pour plus de précisions, sachez que cette baleinière venait de l'Équateur, de la province de l'Équateur, et quant au bilan, selon le gouverneur de la ville, qui a fait savoir que ce drame a fait 8 blessés, dont un mort. 2 bébés qui étaient noyés ont été sauvés. Et puis, sachez que toutes personnes sont prises en charge par le gouvernement provincial qui, je crois que déjà avec ces images, vous voyez très bien comment ça se passe. Alors, Brent Théo prend juste un petit live de 1 minute et on se retrouve tout juste après, que les gens puissent un peu savoir comment ça s'est passé live, et puis on se retrouve tout juste après. Merci bien à toi, Braziteolo. Nous sommes des cœurs avec toutes ces familles et ceux-là qui sont dans les lits des hôpitaux. Sachez que nous sommes des cœurs avec vous et que Dieu puisse faire quelque chose pour vous. Alors, Maître Beaupaul, avant dernier sujet, on parle de RAM. Enfin, registre des appareils mobiles. Et on sait que cette campagne a été lancée depuis 2020. Et dans la communication déjà, est-ce qu'au début, vous, bon, étant que Congolais, hein, là je ne pose pas Maître Beaupaul étant que chargé de la cage, mais étant que Congolais, lorsque cette histoire a commencé, est-ce que vous étiez informé qu'il y aurait un RAM sur le marché et qu'on va commencer à couper les unités ou comment?
Bon, c'est vrai qu'il y a eu faiblesse de communication sur la question de RAM. C'est comme ça que vous voyez que cette question a créé beaucoup de remous. Et donc, je pense que c'était un problème de manque de communication. Parce qu'avant de lancer cette taxe, il fallait quand même préparer la population à ça. Mais si je ne me trompe pas, parce qu'il faut être honnête envers soi-même, à un certain moment, on recevait quand même des SMS dans les téléphones, même si ce n'était pas régulier, mais on recevait quand même des SMS. On nous disait à partir de telle période, on va commencer à prendre RAM. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas compris c'est quoi RAM. Donc, il fallait aussi des séances pédagogiques pour faire comprendre aux gens ce qu'est RAM, parce qu'il semblerait que la question de RAM n'avait pas commencé avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ça a commencé depuis longtemps. C'était déjà un processus. C'était déjà un processus qui devait à long terme et qui est venu aboutir avec le régime de Félix Tshisekedi. Donc, je pense qu'il fallait prendre le temps d'expliquer à la population c'est quoi RAM, quelle est l'importance de RAM et qu'est-ce qu'on fait de l'argent de RAM. Et là, on va y arriver, voilà. On va y arriver parce que là, oui. c'est la plus grande question que l'on se pose. Alors, Maître Bopol, aujourd'hui, dans notre pays, tout se passe en français. Vous avez dit, vous avez reçu à un moment, on recevait un peu... on recevait, comment je peux dire, des SMS, ok? Mais ces SMS, c'était toujours en français. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à un moment aussi, dans notre pays, il y a aussi un problème de communication? Une maman qui n'a pas eu la chance, moi j'ai toujours dit comme ça, peut-être nous autres, nous avons eu cette chance d'aller à l'université étudier, mais pour d'autres peut-être qu'ils ont eu à perdre des parents trop tôt et cela a handicapé leurs études. Une maman, un monsieur qui n'a jamais été dans les bas de l'école, du coup, vous l'envoyez un message en français. Mais dites-moi, est-ce que cette personne va même comprendre ce dont il s'agit? Ce n'est pas seulement le message en français. Même si le message était en lingala et que la personne ne sait pas lire, ça va être compliqué. C'est comme ça qu'il faut organiser les campagnes de sensibilisation pour faire comprendre à la population ce que vous avez l'intention de faire, ce que le gouvernement a l'intention de faire. C'est-à-dire, on explique à la population, à ces mamans qui ne comprennent que le lingala, à cette maman qui ne parle que le chiluba, à cette maman qui ne parle que le swahili, le kikongo, on lui fait comprendre dans sa langue maternelle, on lui fait comprendre que voilà, maman, à partir de telle période, dans votre téléphone, quand vous rechargez des unités, nous allons commencer à soustraire autant pour contribuer à tel ou tel autre service. Ça va passer. Mais le problème, c'est vrai que la communication a failli, mais j'ai dit tout à l'heure qu'on ne se communique pas, on ne se limite pas seulement à la communication, mais il faut une communication pédagogique, c'est-à-dire faire comprendre aux gens, parce qu'on ne vient pas aujourd'hui, on dit non, à partir de tel jour, on va commencer à prendre la taxe RAM. Pour moi, je vais demander, bon, vous prenez la taxe RAM dans mon téléphone, vous ne me donnez pas l'argent pour recharger des unités, et les conditions de vie sont d'abord compliquées, et que j'ai 500 francs, j'ai 1000 francs, je recharge 50 unités pour appeler un frère qui peut me dépanner avec 10 dollars ou de 2000 francs, mais vous prenez encore ces unités, vous me faites souffrir davantage. Donc, il faut m'expliquer, voilà, si vous rechargez par exemple 50 unités, nous allons retirer 10 unités. Ah, au moins je sais que non, je peux garder mes 40 unités et je vais appeler. Mais ce n'est pas je recharge 50 unités, vous les prenez toutes. Donc ça... À l'intervalle juste de 15 secondes. Ça devient un problème. Nous sommes passés tous par là. Nous savons l'importance de la communication. Quand vous avez un peu de crédit dans votre téléphone, même la nuit, quand vous êtes visité par... Hier, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me dit qu'il avait entendu les Koulouna entrer dans une maison voisine. Et c'est lui qui était leur voisin. Quand il a entendu les gens crier dans cette maison, il a dû appeler le commandant de la police et l'intervention est venue. Et en finissant, il me dit, ah maître, il ne faut jamais manquer de crédit dans son téléphone. Hein? Voilà. Donc, c'est-à-dire que le crédit, ça nous aide à beaucoup de choses.
C'est vrai qu'autour de cette histoire de RAM, il y a eu vraiment une faible communication et ça, nous nous en plaignons quand même. Mais nous saluons quand même la mesure de suspendre, oui, je ne sais pas si de suspendre ou d'arrêter complètement on parle de la suppression, okay. de ces taxes. Alors, Maître Bopol, on a vécu de scénarios avec cette histoire des rames. On a vu comment les députés avaient interpellé le ministre Pétentique. Après, c'est une réunion de tous les députés de l'Union sacrée pour sauver le ministre. Et malgré tout... tout ce qui s'est passé, il y a même le Sénat qui avait fait un rapport de la traçabilité. Ils ont dit, ceux-là qui ont travaillé dans cette commission ont eu à faire une déclaration que jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé la traçabilité de la somme. Et on se demande, oui, l'annulation, c'est un soulagement, oui, mais vous nous avez pris notre argent. Au départ, c'était que... selon l'ARPTC, tout Congolais devrait payer 7 $ par an. Moi, par exemple, j'ai payé plus que ça. Parce qu'à un moment, j'achetais le forfait de 20 $, on me coupe 9 $. Et deux fois, tu vas appeler qui? Ouais, malheureusement. Donc, je pense que le gouvernement, sur base du principe de la redevabilité, doit nous expliquer combien on a soustrait dans nos téléphones, la taxe RAM a eu combien d'argent et qu'on nous dise qu'est-ce qu'on en a fait. Qu'on nous dise que cet argent-là, on en a fait. J'estime aussi que autour de taxes, la décision, ils sont allés vite en besogne. Ils ne se sont pas bien concertés avec peut-être les techniciens aussi pour voir comment il fallait lancer ce prélèvement de la taxe RAM. Bon, quand même, nous saluons la suppression. J'ai vu, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, sur une publication quelconque d'un journaliste qui a dit que la RTPC a organisé une séance pour restituer les téléphones qui ont été volés. Je ne sais pas si c'est un maquillage ou c'est quoi. Mais Maître Bopol, on vient à Kinshasa, imaginez-vous, on vous vole un téléphone au niveau, par exemple, de la 7e rue de Victoire. Mais on se demande comment vous allez localiser. Mais peut-être qu'ils ont acheté des téléphones avec l'argent de RAM. Donc, c'est comme ça que je dis, il faut qu'on nous explique. C'est ça. Il faut qu'on nous explique. Parce que ils sont à notre service, après tout. Les gouvernements, ils sont à notre service. Ils ne sont pas là pour nous imposer des décisions. S'il y a une décision, merci. À notre faveur, merci. Mais expliquez-nous comment cela va se passer. Nous ne sommes là pas pour commencer à subir, même au détriment de notre propre volonté, mais nous subissons quand même parce que c'est le gouvernement qui a décidé. Non. Il faut qu'on nous explique que la taxe RAM a fait la recette de autant de millions de dollars, et dans les autant de millions de dollars, voilà comment nous les avons affectés. Et surtout qu'il y a encore des gens qui réclament qu'on doit nous restituer notre argent, mais je ne vois pas l'État en train de nous restituer notre argent en main, non passer à telle banque, allez, non. Si on peut nous restituer ça en termes de crédit, oui, c'est possible. Ou même s'organiser avec les réseaux qui prélevaient ces taxes, on peut nous rembourser en termes de M-Pesa. Donc c'est possible, ils peuvent bien le faire. Donc, à mon avis, il faut une réflexion mûrie, et même très mûrie sur cette question, afin que nous sachions, et nous attendons cela, et nous ferons le suivi jusqu'à la fin pour qu'on nous dise réellement qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce qu'on a fait de notre argent
des rames. Il n'est pas encore trop tard, ceux-là qui travaillaient, hein, nous vous attendons, parce que jusqu'à présent, il y a d'autres personnes qui se posent des questions, savoir, j'ai vu une dame qui a dit ça, est-ce que, bon, on ne connaît pas, c'est qui ce rame, c'est quoi le rame? Voilà, bien sûr que vous avez pris une décision d'arrêter, soit de suspendre, soit de supprimer cette taxe, mais c'est bien bon. C'est vraiment un soulagement, oui. Nous saluons la décision malgré que nos unités ont été consommées. Ok, c'est pas aussi mauvais, mais ayez quand même le temps. Trouver le temps de nous expliquer, même à travers un point de presse, une conférence de presse, donc même avec nos musiciens, on sait que pour faire transmettre un message, vous appelez nos musiciens, ils peuvent même chanter. Les moyens de nous transmettre les explications sont nombreux. Hein? Ils ont des moyens. De toute façon, ils ont des moyens qu'ils ont aussi reçus des rames. Ils ont plusieurs moyens et donc ils doivent nous donner des explications pour nous apaiser. Nous avons besoin d'être apaisés parce que nous faisons confiance à notre gouvernement, nous soutenons notre gouvernement, nous soutenons le président de la République. Mais ce n'est pas parce que nous les soutenons qu'ils doivent commencer à nous marginaliser. Non. Donc, nous avons besoin d'avoir des explications plausibles sur cette question des rames. Qu'est-ce qu'on en a fait? Où est parti l'argent des rames? Voilà, alors, Brady Théolo, on prend le tout dernier sujet avant de nous séparer avec notre invité. Et cette fois-ci, on parle bien sûr de Steve Mbikai. C'est ce dossier qui fait couler encre et salive au sein de la classe politique, bien sûr. Maître Bopol, lors d'une conférence de presse tenue le week-end dernier à Kinshasa, et M. Steve Mbikai était également orateur parmi tant d'autres. Il a eu à fustiger la révision de la Constitution. Pour lui, le 3 ans, parce qu'on sait que jusqu'à présent, des critiques proviennent un peu de partout. Le président de la République n'a rien fait. Jusqu'à présent, le social, il n'a pas encore touché le social. On sent que chaque jour, le peuple souffre. Alors pour lui, 3 ans, c'est encore peu pour Steve Mbikai. Là, c'est de 1. Alors, il fustige la révision de la Constitution. Pour lui, il faut que le mandat du président de la République passe de 5 à 7 ans. Voilà, c'est une opinion politique. Donc, c'est son opinion, mais je vais essayer un tout petit peu de faire la critique sur son opinion tout en n'émettant pas mon opinion. Okay. Donc, je ne donne pas mon opinion, mais j'ai fait une analyse sur ce que M. Steve Mbikai a dit. Il estime, lui, M. Steve Mbikai estime que ce n'est pas 3 ans, c'est 5 ans. Mandat bon, il a commencé d'abord par les 3 ans que le président Félix-Antoine Tshisekedi a passé au pouvoir et ensuite il est revenu sur le mandat des 5 ans. Je comprends. Bon, voilà. D'ailleurs, sur ce point-là, nous, on le soutient sur les 3 ans du président de la République parce que nous, à l'Association congolaise pour l'accès à la justice, nous avons fait même un communiqué de presse sur ça. Nous avons estimé que le président de la République n'a travaillé qu'une année. Pourquoi? Parce que les 2 ans précédents, les précédents plutôt, c'était les 2 ans de turbulence où il y a eu des divorces, des accords entre les FCCH, la création de l'Union sacrée et tout ce que nous connaissons. Parce que nous avons donné même quelques exemples. Nous avons les chefs de l'État, au tout début de son mandat, il a signé des ordonnances nommant les DG et les PCA, je crois, de la GECAMIN et de la SCCC. Nous connaissons toute cette histoire. Et ces ordonnances n'ont jamais été exécutées dans le délai. Ouais. Il a fallu, je crois, une année après pour qu'on exécute une ordonnance du chef de l'État, s'il vous plaît. Et cette ordonnance ces ordonnances ont été même soumises en violation flagrante de la Constitution au débat à l'Assemblée nationale. Vous comprenez déjà l'esprit qui animait cette période. Donc, le président n'avait pas vraiment
les mains libres. C'est comme ça qu'il a pris le courage, en tant que chef de l'État, de rompre cette relation avec le FCC, et il a créé l'Union Sacrée. Et donc, à l'Union Sacrée, il n'est pas sorti de l'auberge. Parce que l'Union Sacrée, c'est encore des conciliabules par-ci, par-là, c'est des alliances par-ci, par-là, et nous entendons, il y en a de l'ensemble qui veulent ceci, avec des menaces tout le temps de quitter l'Union Sacrée. Il y en a, c'est des FDC. Bon, sincèrement, je n'ai jamais entendu la FDC menacer de quitter l'Union Sacrée, parce qu'il semble même qu'ils ont la bonne part. Ouais. Et donc, voilà. C'était une période, les 2 ans précédents, c'était une période très difficile pour le chef de l'État. Et voilà une année que le chef de l'État est là. Ça, nous sommes tout à fait d'accord avec M. Steve Mbikai, et que les 3 ans ne sont pas encore suffisants pour le chef de l'État, parce que, quand même, il faut le reconnaître, nous avons quelqu'un à la tête du pays qui a une volonté du changement. Hein, madame? Il a vraiment une volonté de changement. Nous l'avons entendu dans ses différentes interventions, dans ses différents discours, où il parle du changement. Nous voyons son engagement dans la lutte contre la corruption, et nous voyons son engagement dans l'amélioration des conditions de la population congolaise. Ça, nous saluons la volonté. Mais passer de 5 à 7 ans, est-ce que si vous travaillez mieux pendant 5 ans, on ne peut pas vous donner une autre chance? J'y arrive, madame. Donc, c'est comme ça que dans les 2 ans et les 3 ans qui lui restent, j'estime que le chef de l'État peut poser des bases. Il peut poser des bases et se lancer pour le prochain mandat. C'est-à-dire, après 2023, il peut se lancer encore, se lancer dans la campagne. Je suis sûr qu'il sera réélu. Mais aller de 5 à 7 ans, ce n'est pas aussi mauvais, parce qu'il faut donner assez de temps à quelqu'un de faire asseoir les projets et de même les exécuter, afin que nous puissions avoir des résultats palpables. Ça, c'est mon analyse. Mais s'il faut que je donne mon opinion, en tant que défenseur des droits de l'homme, j'estime que nous avons tous lutté pour la consolidation de la démocratie dans ce pays. Donc, ce n'est pas encore le moment de parler de la révision de la Constitution, et surtout de donner 7 ans au chef de l'État qui s'est battu, qui vient de l'UDPS, s'est battu pendant 37 ans pour que nous puissions avoir la démocratie dans ce pays. Et donc, lui, le président Antoine Félix Tshisekedi, doit être le modèle, l'incarnation même de la démocratie. C'est-à-dire, il faut respecter les 5 ans. Dans le prochain mandat, on verra ce qui va arriver. Mais s'il a encore un autre mandat, nous l'appuierons pour afin qu'il mette ce pays sur les rails de la démocratie, et nous applaudirons cela. Merci beaucoup, Maître Bopol. Merci. Voilà, donc vous avez compris que c'est déjà la fin de ce magazine d'entretien. Je vous rappelle le principal sujet. Premièrement, nous avons parlé autour du rôle de la société civile. Le deuxième point, c'était l'incendie qui s'était déclenché le dimanche dernier à Maluku. RAM, suspension de RAM, est-ce que c'est un soulagement? C'est pas même une question, mais je sais que c'est un soulagement pour tout le peuple congolais. Et pour chuter, nous avons fini avec... c'est une proposition qui n'engage que Steve Mbikai. Pour lui, il fustige qu'on puisse passer à la révision de la Constitution, c'est-à-dire qu'on passe de 5 ans à 7 ans pour permettre au président de la République de bien imposer sa vision, de bien faire les choses. Voilà, donc j'avais reçu pour vous Maître Bopol Mupemba. Il est chargé de programme à l'association congolaise pour l'accès à la justice. Que j'ai dit merci, Maître Bopol. Merci pour l'invitation, merci à vous aussi. Voilà, vous qui nous avez suivis, j'ai toujours dit
pourquoi pas, peut-être vous êtes notre prochain invité. N'hésitez pas de nous contacter au numéro qui sont affichés au bas de vos écrans. Nous allons vous recevoir également. Merci à Brady Tewolo qui a réalisé cette émission. Et merci à Piuchi Manga également. Et à Demersin Kaya, Vini Bongonde. Et à toutes les femmes qui nous avaient suivis. Je vous souhaite un heureux mois des femmes. Au revoir.